Alors je vais commencer par faire quelque chose d'absolument scandaleux, qui est d'essayer de vous faire comprendre un tout petit peu en 15-20 minutes, m'a-t-on dit, la philosophie de Kant. C'est un tout petit peu comme si vous me demandiez de vous résumer Les Misérables en une phrase, quoi. À moins que la phrase fasse un quart d'heure de long, éventuellement, mais bon, on va faire un truc tout à fait impossible. Alors voilà, présentation de Kant en 15 minutes. On va commencer par deux, trois chiffres très, très rapides, et puis après on va essayer de passer à l'essentiel, si je puis dire, parce qu'il va falloir aller vite à l'essentiel. Vous savez que c'est un philosophe des Lumières, autrement dit un philosophe du XVIIIe siècle. Il est né en 1724 dans une ville qui s'appelait Königsberg. Il a vécu 80 ans, il est mort en 1804 à Königsberg. Et entre les deux, il était resté en gros à Königsberg. Donc voilà, c'est très très facile de se rappeler. Aujourd'hui, c'est une ville qui s'appelle Kaliningrad, c'est une ville russe, hein, c'est une sorte d'enclave là, qui est tout au nord de la Pologne, et qui est donc tout au bord de la mer Baltique. Bon, toute petite anecdote en passant, parce que comme ça fait toujours un petit peu rigolo sur Kant. C'était un type qui avait une manière de vivre très, très rythmée, très maniaque. La légende veut qu'il faisait sa promenade tous les jours par le même parcours exactement à la même heure, un peu comme le promeneur de la presqu'île, mais dans le bon sens. Toujours à la même heure, toujours par le même parcours dans les rues de Königsberg, au point que les habitants de Königsberg réglaient leurs horloges sur le passage de Kant. Voilà, ils savaient qu'il était exactement toujours telle heure. Sauf deux fois, paraît-il. Une première fois où il a préféré ne pas faire sa promenade parce qu'il voulait attendre le journal pour avoir des nouvelles de la Révolution française. Et une deuxième fois parce qu'il a préféré finir la lecture de l'Émile de Rousseau. C'est vous dire l'estime qu'il avait pour la pensée de Jean-Jacques Rousseau, et ça se retrouve dans des accointances au niveau philosophique entre leurs deux philosophies. Il est connu pour un système philosophique qu'on appelle le criticisme. Ça se comprend quand on voit les titres des trois œuvres principales d'Emmanuel Kant. En 1781, il a publié La critique de la raison pure, machin monstrueux, énorme et formidable et absolument génial. En 1788, il a publié La critique de la raison pratique sur la question de la morale. Et en 1790, il a clos son système en quelque sorte avec La critique de la faculté de juger. Alors, c'est très difficile de prendre un bout, de prendre Kant par un bout et d'essayer de vous en donner une idée. Il m'a semblé que, pour que vous ayez l'idée peut-être la moins, celle qui trahissait le moins Kant, il m'a semblé qu'on devait parler un tout petit peu de la critique de la raison pure. Et évidemment, je vais faire ça de manière extrêmement succincte. Dans la critique de la raison pure, Kant cherche à mettre à l'épreuve une prétention de la raison. La notion de critique dans le titre, critique de la raison pure, critique ça veut dire ça, c'est en quelque sorte la mise à l'épreuve. Et la mise à l'épreuve de la raison qui prétend, établir un savoir par ses seuls moyens, par ses seules capacités, c'est ce qu'on appelle la raison pure, d'élaborer une connaissance donc indépendamment de toute perception, indépendamment de toute expérience sensible. Autrement dit donc, par la seule puissance de la raison prétend établir une connaissance, un savoir. Ce savoir prétendument mis en place par la raison, c'est ce qui porte le nom de métaphysique. Chez Platon, chez Descartes, chez Leibniz, chez plein de philosophes en général, la réflexion philosophique qui porte sur des objets métaphysiques prétend donc au statut de science, comme si donc cette science pouvait prouver par la seule capacité de la raison le savoir qu'elle établit sur un certain type d'objet. Vous me dites si on se noie, vous me dites s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, ce serait tout à fait légitime, bien évidemment. Alors, du coup, la métaphysique, c'est cette réflexion
qui porte sur des objets qui échappent donc à notre perception. Et dont pourtant la raison croit quand même pouvoir établir une connaissance sur laquelle elle prétend pouvoir établir quand même des connaissances. En gros, Kant nous dit, en fait, tous les objets métaphysiques se résument à trois principaux. L'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, et le problème de savoir si l'homme est un être libre ou non, libre ou conditionné, déterminé. Voilà. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'on peut le prouver? Est-ce que l'âme est immortelle? Est-ce qu'on peut le prouver? Etc. Or, la question de départ que se donne Kant au début de la critique de la raison pure, c'est la question: que puis-je savoir? Autrement dit, c'est la question de savoir quelles sont les conditions nécessaires qui sont requises en fonction de la constitution de notre esprit. Quelles sont les conditions requises pour que nous puissions accéder à du savoir? Et au-delà, quelle est la valeur que nous pouvons accorder à ce savoir? Pour le dire en deux mots, vraiment, résumer les 600 pages que Kant consacre à cette question-là, eh bien, en deux mots, Kant montre que nous ne pouvons accéder à du savoir qu'à la condition de disposer de deux éléments, une perception d'un objet et le concept qui correspond à cet objet. Ce qui veut dire que si nous avons un concept d'un objet quelconque, auquel nous ne pouvons joindre aucune perception, aucune expérience sensible, je ne le vois pas, je ne le touche pas, etc. Si nous avons un tel concept, nous ne pouvons pas connaître cet objet avec certitude, et surtout nous ne pouvons pas connaître l'existence même de cet objet avec certitude. Alors, par exemple, donc ça veut dire très concrètement que Kant montre à la fin de la critique de la raison pure, par toute la critique de la raison pure, son apport essentiel à l'histoire de la pensée, c'est d'avoir établi que la raison, par ses seuls moyens, donc la raison pure, ne peut pas parvenir à des connaissances ou à du savoir qui pourrait valoir comme scientifique, et donc elle ne peut pas accéder à du savoir dans le cadre de la métaphysique. Ça va? C'est à peu près clair? Bon. Donc, par exemple, ce problème de Dieu, l'existence de Dieu, tant que Dieu n'arrive pas, là, comme ça, et ne se montre pas, et qu'on n'en a pas une perception absolument sûre, eh bien, on peut s'échiner à faire ce qu'on appelle en philosophie les preuves de l'existence de Dieu. On trouve ça chez Descartes, on trouve ça chez Saint-Anselme, chez Leibniz, chez des tas d'autres. Eh bien, on peut élaborer des thèses qui s'efforcent de montrer rationnellement l'existence de Dieu. Kant montre, et il le montre par A plus B. C'est marrant parce que c'est d'ailleurs le cours que j'ai fait cet après-midi avec mes élèves. Il montre par A plus B qu'on ne peut pas prouver rationnellement, alors attention, non seulement l'existence de Dieu, bien sûr, mais aussi la non-existence de Dieu. Il ne démontre pas que Dieu n'existe pas, il démontre que la preuve selon laquelle on peut montrer que ces preuves-là, non, on ne peut pas les élaborer. Parce qu'on n'a qu'un concept de Dieu, mais on n'a pas une perception de Dieu. Alors, de là, il découle une première distinction. Je vais essayer de me concentrer sur deux distinctions qu'on rencontre chez Kant. La première distinction qu'on trouve chez Kant, c'est surtout vers la fin de la critique de la raison pure, on doit distinguer entre, d'une part, ce qu'il appelle les limites de notre raison, et d'autre part, les bornes de notre savoir. Vous me direz, on utilise souvent dans la vie courante un mot pour un autre, et puis, on considère qu'ils ont le même sens. Bon, le travail du philosophe, c'est un petit peu de retrouver le sens précis des notions, et là, Kant fait cette distinction entre les deux. Pour ce qui est des limites, notre raison est donc limitée en ce que la constitution de notre esprit nous interdit d'avoir du savoir, ne peut pas nous permettre d'avoir du savoir sur ce qui échappe à notre perception. La métaphysique n'a aucune légitimité à prétendre être une science.
Donc il démontre que les prétendues preuves métaphysiques de l'existence de Dieu sont illégitimes. Il démontre que le contraire n'aurait pas plus de sens non plus. Mais surtout, donc, il démontre que ces limites-là, elles ne bougent pas. Autrement dit, par définition, notre accès au savoir ne peut reposer que sur le lien entre une perception et un concept. Lorsque j'arrive à joindre les deux, je peux accéder à du savoir. Lorsque je prétends dépasser cette limite et prétendre avoir du savoir, et que je prétends avoir du savoir sans perception, mais sur des objets dont j'ai le concept, non. Ça, c'est la limite de la raison, on ne peut pas. Donc ces limites-là, elles ne bougent pas, et ce sera toujours comme ça, d'après ce que nous dit Kant. En revanche, progressivement par la science, nous reculons les bornes, alors comme vous voulez, de notre savoir ou de notre ignorance. C'est-à-dire que nous faisons du progrès dans les sciences, nous savons des choses aujourd'hui que nous ne savions pas auparavant, notre savoir est toujours borné forcément, parce qu'il y a toujours une part de notre savoir d'un côté, il y a toujours une part d'ignorance de l'autre, mais il n'empêche que ces bornes, nous les faisons reculer en permanence. Et la science se définit par ça, par cette capacité d'acquérir toujours et indéfiniment du savoir. Parce qu'il est s'entendre d'ailleurs que nous n'aurons jamais la connaissance absolue de toute chose. Il y aura toujours, à chaque porte que nous ouvrons par la science, une porte derrière qui sera fermée. Et qu'on va trouver, dont on va trouver l'ouverture un jour ou l'autre. Donc voilà, les limites ne bougent pas, les bornes, elles, on n'arrête pas de les faire reculer. Et du coup, la deuxième distinction qui va nous approcher un petit peu de ce dont je voudrais vous parler par la suite, je dispose d'un quart d'heure pour parler de Kant et de 3 quarts d'heure pour parler de moi, ce qui est quand même terrible, enfin, c'est scandaleux. Enfin bon, la deuxième, il n'y a que Stéphane qui peut me demander un truc comme ça. La deuxième distinction que fait Kant à partir de là, c'est la distinction entre savoir et pensée. Alors certes, nous ne pouvons rien savoir sur les objets métaphysiques. Ça n'empêche pas que nous pouvons les penser. Peut-être même que nous pouvons nous servir de ces objets dont nous ne pouvons rien connaître. Peut-être même que nous pouvons nous servir de ces objets pour faire avancer le savoir, pour faire reculer les bornes. Je prends un tout petit exemple, hein, mais encore une fois, il faudrait aller beaucoup plus loin. Par exemple, nous avons tendance à penser que les choses répondent toujours à une certaine finalité. Voilà, vous savez, c'est le fameux, c'est la philosophie d'Aristote, par exemple, est tout à fait fondée là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a des mains? Eh bien, on a des mains pour pouvoir se servir d'outils. Comme si donc quelqu'un ou quelque chose avait prévu de nous donner des mains, hein, pour que nous puissions nous servir d'outils. Bon, on sait aujourd'hui que par les explications plutôt mécanistes, hein, de la nature, c'est parce que nous avons commencé à nous servir d'outils, que nous avons des mains telles qu'elles sont faites, plutôt que le contraire. Bon, d'un point de vue scientifique, c'est plutôt comme ça qu'on réfléchit. Mais il n'empêche que on peut très bien, lorsqu'on ne comprend pas le fonctionnement d'un objet naturel, d'un être vivant, d'un animal quelconque, on peut très bien essayer de penser cet être ou cette chose à partir de l'idée, et si cet être ou cet animal avait été pensé par un Dieu? Et si on le pensait comme si Dieu l'avait créé tel qu'il est? À quoi lui servirait telle ou telle fonction? À quoi lui servirait tel ou tel organe? C'est une manière pour nous de nous faciliter un peu la tâche, en quelque sorte. Alors, il y a des textes qui sont magnifiques là-dedans, hein. Il y a des scientifiques qui ont écrit des choses comme Le hasard et la nécessité, par exemple, hein, qui sont des textes qui ont marqué justement l'histoire de la recherche scientifique, parce que il paraît, dans un cadre bien précis, lorsqu'on sait exactement quel usage on va faire de ça, il paraît parfois très utile de penser les choses comme si on les envisageait comme créées par Dieu, voilà, des choses comme ça. Bon. Donc, finalement, ces objets-là peuvent nous permettre quand même de faire avancer les choses. Mais alors, au-delà de ça, et là on va laisser un tout petit peu de côté la critique de la raison pure, au-delà de ça, il se trouve que dans la philosophie de Kant, il n'y a pas que la question du savoir qui donc occupe une place tout à fait centrale, il y a la question précisément de la pensée. C'est-à-dire que
chez Kant, dont je vous ai dit au tout début, c'est quand même l'élément essentiel, c'est un philosophe des Lumières, et ça veut dire beaucoup pour un penseur comme lui. Eh bien, chez Kant, il faut absolument insister sur le lien entre, d'une part, cette faculté de la pensée dont l'homme est doté, et la liberté à laquelle il aspire et à laquelle il peut arriver grâce à l'activité de cette pensée. Donc ça veut dire qu'on n'est pas simplement chez Kant dans une réflexion sur le savoir, sur la morale, tout le monde sait qu'il y a la question du devoir chez Kant qui est très présente et tout ça. Il y a aussi un lien qui est très très fort entre la question de la pensée et la question de la liberté chez Kant. Et c'est l'objet notamment donc d'un tout petit texte, un article que Kant a écrit pour une revue de Berlin, une revue qui a lancé en quelque sorte une question s'adressant aux intellectuels, qui était de savoir qu'est-ce que les Lumières. Et Kant a donc écrit son petit texte, son article, qui a paru dans cette revue en 1784. Alors, je vous fais remarquer, donc en 1784, c'est-à-dire 3 ans après la critique de la raison pure, c'est-à-dire 4 ans avant la critique de la raison pratique, en plein milieu, en quelque sorte, de son système critique. D'accord ? Il publie ce petit texte en plein milieu de la pensée, de sa pensée qui est en train de mûrir dans le système du criticisme. Alors, qu'est-ce que Kant va montrer dans ce petit texte ? Eh bien, il va montrer que dans l'esprit des Lumières, la liberté ne se réalise vraiment que dans l'exercice même de la pensée. Dans l'accès à une pensée qui puisse être autonome. C'est un terme qu'on trouve souvent chez Kant, ça, autonome. Autonome, ça veut dire auto, soi-même. Nome, ça vient du grec nomos, qui signifie la loi. Autrement dit, lorsque la pensée obéit à la loi de la raison, à sa propre loi, et pas à la loi de quelque chose d'autre. Pas à la loi des préjugés, pas à la loi des idées toutes faites, non, à la loi d'une pensée qui est active, qui est présente, etc. C'est à cet endroit-là que je vais vous demander de regarder le texte que je vous ai préparé, mais je crois que j'en ai pas fait assez. Je pensais qu'il y aurait du monde, mais pas à ce point-là. Voilà. Alors, je vous ai donné en fait les toutes premières lignes de Qu'est-ce que les Lumières. Ce sont vraiment les toutes premières lignes qu'on a ici. Là où le texte est... Alors j'ai essayé de respecter les italiques et puis les choses sur lesquelles insiste beaucoup Kant dans son entrée en matière. Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité à se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient, non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sans la conduite d'un autre. Sapere aude est le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Il nous dit des choses absolument déterminantes là-dedans. En 4 phrases, enfin bon, c'est incroyable. D'abord, la définition que Kant donne sur les Lumières insiste sur une dimension. Vous avez remarqué, ça c'est la manière d'entrer en matière de Kant, c'est on y va tout de suite. Parfois on donne la définition, on répond tout de suite, et puis après on développe, on y va. C'est que les Lumières, vous avez bien compris, c'est la sortie hors de l'état de tutelle, de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. Ça veut dire que les Lumières, c'est un effort. C'est un effort d'émancipation. Mais un effort d'émancipation de quoi ? Une sorte de contrôle qui est exercé sur les hommes en général, ce qu'il appelle la tutelle. Mais si c'est un effort, ça veut dire que les Lumières, c'est pas une promesse comme ça de savoir qui se répandrait comme ça sur tout le monde de manière un peu magique. C'est pas l'annonce d'un avenir meilleur où tout le monde sera libre et où on aura des fleurs dans les cheveux et où ce sera merveilleux, etc. Non, c'est pas du tout ça. Il s'agit d'un appel lancé aux hommes, il s'agit d'une exhortation. Secouez-vous.
La preuve, il met des points d'exclamation à la fin. Il met 2 points d'exclamation à la fin. Autrement dit, c'est une injonction à se libérer. Et c'est une injonction à se libérer pour une raison très simple, c'est que le responsable de la tutelle, ce n'est pas celui qui l'exerce, la tutelle, c'est celui sur lequel elle s'exerce. D'accord? Dont il est lui-même responsable. Bon. Or, le moyen pour faire avancer ces lumières, le moyen pour amener à cette émancipation, je préfère émancipation plutôt que libération, parce que libération, on a l'impression que ça viendrait de quelqu'un d'autre, alors que là, c'est vraiment les hommes eux-mêmes qui doivent s'émanciper. Le moyen de faire avancer ces lumières, c'est-à-dire donc de permettre aux hommes d'accéder à la liberté, à l'autonomie dans l'exercice de leur pensée, ben c'est précisément d'user de la liberté de penser. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la liberté, c'est le but que l'on vise, c'est le résultat qu'on doit atteindre, mais c'est également la condition, l'instrument, le moyen par lequel on doit réussir cette émancipation, on doit réussir à atteindre ce but. Il y a souvent une analogie que fait Kant et qui est très parlante. Il fait l'analogie avec l'apprentissage de la marche. Un enfant de quelques mois, de 8-10 mois, qui commence à mettre un peu les pieds devant les autres, l'un devant l'autre, eh bien, il y a bien un moment, il va falloir qu'il se lance pour marcher. Autrement dit, pour apprendre à marcher, il faut marcher. D'accord ? Il y a une image qu'il prend aussi, vous savez, c'est l'image du ce qu'on appelle un trotteur aujourd'hui. Il appelle ça une roulotte d'enfant. Vous savez, vous mettez un enfant assis là, et puis il a ses 4 roulettes autour, et paf, il patine comme ça, et puis ça avance, il est content, il peut tout foutre par terre comme ça, enfin bon, voilà, il a l'impression de marcher. Bon, sauf que si vous le laissez trop longtemps là-dedans, ben évidemment, il va se déplacer, mais il n'apprend pas à marcher. La preuve, vous le remettez sans tout ça, il tombe tout de suite. Bon, eh bien, la pensée, c'est exactement pareil. Le trotteur, c'est les idées toutes faites, les préceptes, les règles qu'on nous enseigne et auxquelles on obéit sans réfléchir. Ce sont ce qu'il appelle des instruments mécaniques. Ce sont les instruments mécaniques. D'accord ? On répète les trucs sans savoir pourquoi. Et donc, du coup, comme l'enfant qui ne sait pas marcher quand on le laisse là-dedans, eh bien, nous ne savons pas penser si on en reste à ces idées toutes faites. Il n'y a pas de pensée là-dedans, en fait. Bon, pourtant, si donc il faut se mettre à penser pour pouvoir accéder le plus possible à la liberté de penser, eh bien, cette liberté de penser ne peut pas s'exercer n'importe comment. Dans certaines conditions, la liberté dans l'exercice de la pensée peut même être totalement contre-productive. Il faut donc encadrer la manière dont la liberté s'exerce et distinguer, en fait, dans le « Qu'est-ce que les Lumières ?» c'est ce que fait Kant, il faut distinguer entre 2 formes d'usage de la raison. Il y a d'abord ce que Kant appelle l'usage privé de la raison. Alors on pourrait croire l'usage privé, bon, c'est ce que j'ai le droit de faire chez moi, enfin dans le privé. Non, c'est pas tout à fait ça. L'usage privé de la raison, c'est l'usage qu'un individu fait de sa raison dans le cadre de la fonction ou du métier qui est le sien. Très concrètement, ça veut dire que si j'ai une charge qui m'est donnée par une institution quelconque, par exemple, eh bien, je n'ai pas le droit, dans le cadre de l'exercice de cette charge, je n'ai pas le droit de dire ce que je pense de ce qu'on m'amène à faire, à dire, à professer, etc. Je suis professeur. Je n'ai pas le droit de dire aux élèves, par exemple, bon, j'espère bien qu'aux élections, là, vous allez voter pour machin ou pour truc. Hein. Je n'ai pas le droit. Et le premier élève que ça révolterait, évidemment, aurait toute légitimité à aller se plaindre et à dire, voilà, il ne fait pas son boulot. D'accord ? Donc, je n'ai pas le droit de dire ça. Un prêtre, dit Kant, c'est l'exemple qu'il prend lui, un prêtre n'a pas le droit de dire dans le cadre de l'office, ne devrait pas ou ne doit pas avoir le droit de dire dans le cadre de son office, dans le cadre de son travail, ce qu'il pense du dogme, ce qu'il pense du pape, ce qu'il pense de ceci ou de cela. Pourquoi ? Parce que chacun là a un rôle à jouer, chacun joue un rôle dans une société. Et là, on a comme rôle, en quelque sorte, de respecter le fonctionnement. Il utilise même l'idée que nous sommes un rouage. Chacun d'entre nous est un rouage et doit respecter l'ordre, la sécurité qui règne dans la société. Bon. Alors du coup, si on s'arrête là, on se dit,
il empêche la liberté d'expression, on n'a pas le droit, bon. Et en fait, il dit, mais à côté de ça, l'homme doit disposer, les hommes doivent disposer d'un usage public de la raison. Mais l'usage public de la raison, je vais vous en donner la définition, c'est l'usage qu'en fait quelqu'un en tant que savant devant l'ensemble du public qui lit. On peut prendre les choses au pied de la lettre, la définition au pied de la lettre, mais on peut l'élargir aussi, cette définition. Qu'est-ce que ça veut dire? L'usage public de la raison, ça ne veut pas dire, si on écoute bien cette définition, ça ne veut pas dire, eh ben voilà, je vais donner mon avis personnel comme ça. Je vais dire ce que je pense. Bon, vous savez, quand on dit ça, en général, quand on le dit comme ça, c'est qu'on ne pense pas forcément grand-chose. Bon. Je vais prendre la parole devant tout le monde et je vais dire comment je ressens les trucs, quoi. Bon. Non, c'est pas du tout ça. Je dois m'exprimer en tant que savant. Alors, en tant que savant, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a que les savants qui doivent s'exprimer. Mais en tant que savant, c'est-à-dire que je dois élaborer un discours qui va être un discours raisonné, réfléchi, argumenté, critique. Je sais ce que je suis en train de dire, je sais pourquoi je le dis. Voilà, là, je me comporte en tant que savant. Ça peut être voilà, une rencontre comme ça, une petite conférence, un article dans un journal, un livre que j'écris, etc. Et puis, je vais m'adresser, dans le cadre de cet usage public de la raison, je vais m'adresser donc à un public qui lit. Alors, un public qui lit, sans doute qu'au XVIIIe siècle, ça veut essentiellement dire un public qui sait lire, pourquoi pas, sans doute, et aussi un public qui est capable de penser également. C'est-à-dire un public qui est capable également de recevoir le discours qu'on lui tient, aussi de manière raisonnée, réfléchie, critique. C'est-à-dire qu'il ne va pas nécessairement adhérer à ce que je raconte, parce qu'il est capable de penser également. Alors, au bout du compte, ça veut dire que l'usage public, lui, ne doit pas être limité. Et ça, Kant le dit très clairement et explicitement, contrairement à ce que des philosophes à la mode veulent laisser croire. Il y a non seulement un droit de l'usage public de la raison qui doit être donné aux hommes, mais il va même plus loin, il va même jusqu'à dire que un prêtre qui ne serait plus d'accord intérieurement avec ce qu'il est obligé de dire pendant l'office, devrait en toute conscience se démettre de sa fonction. Voilà, il devrait en toute conscience, c'est ça qui est le plus important, être cohérent avec sa propre position. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas simplement un droit à l'usage public, il y a un devoir à l'usage public. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous peut apporter sa toute petite contribution, peut-être, ou sa grande contribution, au progrès des Lumières, au progrès de la pensée. Et peut-être qu'en effet, si on avait la possibilité d'organiser ce genre de discussion avec une garantie sur la manière, sur l'ordre dans lequel ça pourrait se passer, on éviterait par exemple des schismes religieux très, très violents, sanglants, etc. On pourrait mettre en place des conditions d'un débat et on ferait évoluer les Lumières de cette manière. Bon, et voilà pourquoi le problème de la liberté de penser ne peut donc pas être envisagé indépendamment de l'autre liberté dont nous jouissons évidemment, peut-être pas tout le monde dans le monde, mais en tous les cas ici, à savoir la liberté d'expression. Et Kant nous permet donc, en somme, de poser la question du lien entre ces deux libertés, la liberté de penser d'un côté et la liberté d'expression de l'autre, d'autant plus que si vous lisez « Qu'est-ce que les Lumières ?», vous aurez très vite l'impression que ce texte n'a pas été écrit en 1784, mais la semaine dernière. Parce que les choses n'ont peut-être pas tellement changé, au bout du compte, dans les propositions qu'il nous fait, dans les remarques qu'il nous fait. Et moi, ce que je voudrais